Bonjour à tous et puis bienvenue dans ce qu'est le temple de l'intelligence, de la science, du savoir, cette maison. Vous savez que les enjeux du XXIe siècle, ça va être la créativité. Mais être créatif, c'est pas si facile que ça. En fait, j'en fais l'expérience, moi, tous les ans dans cette école, Strat College. Il suffit pas d'être jeune pour être créatif, il suffit pas d'être enthousiaste pour être créatif, il suffit pas d'avoir du savoir pour être créatif. En fait, être créatif, c'est très très compliqué. Et je le démontre chaque année à mes élèves en première année, pendant un cours de communication, avec un petit exercice que je voudrais partager avec vous. Il est important aussi que je vous dise que, effectivement, je change de métier tous les 3 ans, mais j'ai un métier qui est en permanence. En fait, c'est un métier de destructeur. En fait, mon métier à Strat College, c'est de détruire. Je suis un fracasseur d'idées, je suis le bourreau des concepts, je suis un raboteur de solutions. En fait, j'ai même un titre. Je suis un Mechanic Destructive Commander. Alors, c'est juste l'histoire de ces images. Voilà. Je vous demande de les regarder, ces images. Elles sont très très simples. Et avec ces 6 images, je demande à mes étudiants simplement d'imaginer une histoire sur la base de règles très très simples, qui sont les suivantes. Ne pas changer l'expression des visages, jamais. Ne jamais dessiner un nouvel objet, ne jamais changer de décor, ne pas rajouter de couleurs, ne pas attenter à l'intégrité des images, les déchirer, les brûler, faire en sorte que toutes les images soient toujours visibles, et surtout les utiliser toutes, systématiquement. Vous ne pouvez pas choisir d'en laisser une de côté. Vous devez les utiliser systématiquement. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est d'utiliser les codes de la bande dessinée. Alors les codes de la bande dessinée, les petites gouttes, les croix gammées, les caractères chinois pour dire des insultes, les bulles, les cartouches, bref, tous les codes que vous connaissez puisque vous êtes des lecteurs de bande dessinée. Et puis là, je leur dis, voilà, vous avez 1 heure pour travailler sur ces histoires. Et la seule chose que je fais, moi, pendant cette heure, c'est que je vérifie qu'ils respectent les règles. Je ne m'intéresse pas à leurs histoires, et pourtant ils sont très très contents de ce qu'ils font en règle générale. Je les mets par groupe de 3, ils travaillent avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeunesse. Et ils sont très très contents d'eux en règle générale, ils veulent vraiment me raconter leurs histoires, mais je leur dis non, on va attendre un petit peu. Et ils ont 1 heure pour faire ça, donc imaginer le scénario, créer les dialogues, mettre au noir, coller, afficher. Et puis après 1 heure de travail, moi je ne m'intéresse pas du tout à leurs histoires, je leur dis ok, très très bien, maintenant je vais vous raconter les histoires que vous m'avez racontées. En fait, ils me racontent tous la même histoire, pratiquement tout le temps. Alors, il y a des catégories. Dans la boîte, il y a des excréments. Dans la boîte, il y a les cendres de grand-maman. Dans la boîte, il y a un chat écrasé. Dans la boîte, il y a une bombe. Dans la boîte, il y a un sextoy. Voilà, c'est à peu près les histoires qu'on me raconte, c'est ça. Et alors je me dis, mais comment ça se fait que, alors que vous êtes dans une école de design, donc futur créatif, je vous donne très très peu de règles, mais vous me racontez tous la même histoire. Donc en tant que futur designer, comment ça va se passer quand vous aurez un brief de la part d'un client? Vous produirez tous la même chose? Alors, essayons de comprendre pourquoi, effectivement, tout le monde raconte la même histoire. Alors ce que je fais, c'est que je prends les images comme ça, et puis je les rassemble, en sorte qu'il y en a qui soient tête en bas, etc. Et puis je ramène toutes mes ouailles autour de moi, je leur dis, ok, je vous donne les images, posons-les sur la table, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ils posent les images sur la table. Puis ils les posent comme ça. Et là je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On a posé les images, monsieur, sur la table. Non, parce que vous auriez pu les poser comme ça, par exemple. Vous ne les avez pas posées comme ça. Non, monsieur, on ne les a pas posées comme ça parce qu'on les a mis dans le bon sens. Mais le bon sens, qu'est-ce que vous entendez par le bon sens exactement? Le bon sens, c'est la tête en haut, les pieds en bas. Parce que dans la vie, on a la tête en haut, les pieds en bas. Je dis quelle vie? La vie des cosmonautes? Parce que là-bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ils ont la tête en haut, ils ont la tête en bas, il n'y a pas de problème.
Ça se passe très très bien. Et puis si vous êtes salarié de UU, ben, en règle générale, vous êtes passé votre vie au plafond parce que vos camarades n'arrêtent pas de vous coller au plafond pour tester l'école. Et donc, vous voyez bien que si vous vous étiez permis de poser les images dans n'importe quel sens, probablement, ça aurait pu donner naissance à des histoires assez intéressantes parce que, ben voilà, vous vous seriez permis un point de départ assez intéressant. Très bien. On comprend très très bien. Ok, bon, maintenant, passons à la suite. Hein. On va se poser la question de que contiennent ces images. Alors, que contiennent ces images, n'est-ce pas? Donc je suis sûr que vous diriez la même chose qu'eux, à savoir, bah, il y a 3 personnages, 2 hommes, une femme. Il y a une boîte, il y a une porte, et puis il y a aussi une table. Voilà, alors voyons voir ça un peu dans le détail. Donc, vous me dites 3 personnages, moi j'en compte 11, pas 3. D'accord? C'est juste une convention qui nous fait compter 3 personnages. Mais rien ne nous dit que le personnage brun, là, d'ailleurs, si vous pouvez regarder bien par rapport à la deuxième image, il ne se ressemble pas beaucoup, hein, finalement. Il y en a un qui a un nez un peu busqué, et puis l'autre, un nez à la grecque. Peut-être des cousins, mais peut-être pas le même. Rien ne nous dit que le blond, là, dans la deuxième image, c'est pas le brun avec une perruque. Et puis, la jeune femme qui est là, en fait, c'est pas une jeune femme, c'est Maurice. Maurice, il aime bien se déguiser en jeune femme. D'ailleurs, pour se déguiser en jeune femme, il prend ce qui lui tombe sous la main, une orange, parce qu'il n'y en a qu'une, et il la met au milieu de son t-shirt, comme ça, et en fait, il se met de profil, on a l'impression que c'est une femme, mais en fait, pas du tout, c'est juste quelqu'un avec une orange dans son t-shirt. Bon, vous voyez, là aussi, pareil, si vous vous étiez permis d'imaginer que ces personnages ne sont pas tous les mêmes, peut-être que vous auriez d'autres possibilités de créer. Alors vous me dites une boîte, mais c'est marrant, parce que bon, suivant le même principe, c'est pas une boîte, hein, c'est 5 boîtes potentiellement. Pas forcément la même. D'accord? Donc là aussi, de la combinatoire assez intéressante. Et puis, est-ce que c'est une boîte? Mais non, c'est pas une boîte, c'est juste une structure en fil de fer. Et là, la réponse fuse immédiatement. C'est pas possible, monsieur, que ce soit une structure en fil de fer, parce que si c'était une structure en fil de fer, on verrait la main du jeune homme. La main? Mais quelle main? C'est juste de l'encre sur du papier, ce truc-là. En fait, ce type s'est fait couper la main, parce que son père est menuisier, il s'est fait couper la main dans une machine-outil. C'est juste un morceau de bois. En fait, que son père lui a greffé sur le moignon de son... Et en fait, ce type est fou, il collectionne les fausses boîtes en fil de fer. Et il les montre à tout le monde comme ça dans la rue en les posant sur son petit morceau de bois qu'il a collé à son moignon. Bon, ok. Une porte. Mais non, c'est pas une porte ce truc-là, c'est juste un livre d'or à 2 pages, inutile, géant de 2 mètres de haut qui sert à rien. Bon, ok. Une table. Ah, c'est une table. Pourquoi c'est une table? Mais c'est une table parce qu'il y a une boîte. On a vu la boîte tout à l'heure, n'est-ce pas? La boîte. Et comme la boîte, on l'a vue souvent, et puis là, on la revoit, mais elle est plus loin. Pourquoi elle est plus loin? Parce qu'elle est plus petite. Et puis elle est posée sur une table, forcément, parce que c'est une boîte. Elle est posée sur une table. D'ailleurs, les lois de la perspective nous indiquent que c'est une table parce qu'il y a un des pieds qui est un peu dans l'ombre. En fait, ceci n'est pas une boîte, ceci est un ovni du modèle UZ-42 de la planète Vega, et qui ne marche que si 2 types se regardent de manière hypnotique. Sinon, ça ne vole pas. D'accord. Alors, pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce qu'en fait, on est prisonnier de la théorie des images. La théorie des images, c'est quoi? C'est la théorie de la bande dessinée, en fait, tout simplement. La théorie de la bande dessinée, c'est l'idée de la pérennité des personnages. En règle générale, quand on raconte une histoire, ça commence par « Il était une fois une princesse » et ça se finit par « Ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants ». Et en règle générale, celle qui se marie à la fin, c'est celle qu'on a vue au début. Voilà. Parce qu'on raconte des histoires d'êtres humains qui nous ressemblent. Donc cette pérennité des personnages, elle est dans la théorie de la bande dessinée. Elle est aussi dans les codes de narration, les codes de représentation, la perspective par exemple. Tout ça, ça fait partie de la théorie de la représentation dessinée, en particulier de la narration séquentielle. Cette théorie, c'est une théorie aussi qui est basée sur l'ellipse. L'ellipse, c'est notre capacité à remplir les trous entre les images. C'est vrai en bande dessinée, c'est vrai dans le cinéma. Allô? Oui? Quoi? Ah, c'est arrivé quand? Une jeune femme au téléphone. J'arrive tout de suite. Deuxième scène. À l'hôpital. La même jeune femme, avec une nouvelle robe, qui tient dans sa main la main
d'un vieillard. Et vous dites tout de suite, cette jeune femme a pris le temps de se changer, elle a pris le taxi, une voiture, peu importe, elle est arrivée à l'hôpital, ça se passe pratiquement, certainement le même jour. Mais c'est vous qui vous êtes raconté cette histoire. Donc l'ellipse. Donc la théorie des images, la théorie de la bande dessinée, c'est très très bien d'avoir une théorie de la narration parce que ça nous permet effectivement de raconter des histoires. Mais une théorie, c'est aussi une prison. Alors pourquoi on fait des théories? On fait des théories, en fait, pourquoi? Parce que nous sommes dans un scaphandre, et ce scaphandre, c'est notre corps. Ce corps, il nous oblige à pixeliser le monde. C'est-à-dire que nos yeux, nos oreilles, notre peau sont incapables de cueillir le monde dans sa totalité. Et pour cueillir le monde, nous sommes obligés de le faire au travers de nos sens, mais nos sens pixelisent le monde. Donc la totalité du monde nous est inaccessible. Comment faire pour le rendre accessible? Eh bien, on se construit des représentations. Des représentations qui peuvent, là j'en ai deux, primitives, extraordinairement modernes. Mais ce sont des théories. Les théories nous permettent de quoi faire? Les théories nous permettent de modéliser le monde de manière descriptive dans un premier temps, comme on peut le voir ici sur cette illustration, les grottes de Lascaux, puis de manière constructive avec les sciences. Les sciences nous ont permis de passer d'une modélisation du monde descriptive à une modélisation du monde constructive, parce qu'on peut, à l'intérieur d'une théorie scientifique, construire des modèles, et dans ces modèles, anticiper. Par exemple, envoyer des gens sur la Lune avant même qu'ils soient allés sur la Lune, parce que grâce à la mécanique newtonienne, on peut prévoir la manière dont les choses vont se passer, dans la mesure où on va maîtriser les causes et les effets. Et puis, ces théories, ce qui est intéressant avec les théories, c'est que les théories sont susceptibles de s'emboîter les unes les autres. Elles vont nous permettre, d'année en année, de siècle en siècle, d'affiner la vision que l'on a du monde et surtout d'être de plus en plus efficace dans le monde. Donc, notre corps est une prison. Il pixelise le monde. Pour sortir de cette pixelisation, nous construisons des représentations, des théories. Et ces théories nous libèrent du corps. Mais le problème avec les théories, c'est que là où le corps est une prison évidente, nous en voyons les limites, nous en voyons les frontières, nous sommes ces limites, nous sommes ces frontières. Les théories nous semblent nous libérer complètement. Et d'une certaine manière, de la même manière qu'il y a un risque à confondre le monde que l'on voit, que l'on perçoit avec le monde qui est, il y a un risque à confondre le monde que l'on construit au travers de la théorie avec le monde qui est. Il suffit de regarder l'histoire humaine pour s'apercevoir que deux civilisations qui ne partagent pas forcément la même modélisation du monde sont susceptibles de se faire la guerre, sont susceptibles de se tuer les uns les autres. Quand un Giordano Bruno propose une expression, une explication de l'univers qui est légèrement différente de l'Église apostolique et romaine, eh bien, on le brûle en place de grève. Pourquoi? Parce que justement, il remet en cause une théorie. Il remet en cause plutôt une représentation du monde. Donc, les théories sont des prisons beaucoup plus grandes que notre corps, mais ce sont des prisons, parce que nous avons tendance à les confondre avec le monde lui-même. Je vais prendre un autre exemple. Cette chaise. Voilà, faites l'expérience un jour. Vous prenez la chaise comme ça, puis vous la tendez à quelqu'un. Et vous posez-la par terre. Eh bien, il va faire ça. Voilà. Et il ne va pas faire ça. Jamais. Il ne fera jamais ça. Et pourquoi il ne fera jamais ça? Parce qu'en fait, quand vous lui donnez la chaise, la seule chose qu'il voit, c'est la théorie de la chaise. Ce n'est pas la chaise. C'est à quoi sert la chaise. C'est-à-dire à s'asseoir. Donc il va la poser comme ça. Pourquoi? Parce que dans la théorie de la chaise, eh bien, c'est fait pour assurer la stabilité. Donc, quand on a une chaise, eh bien, c'est la théorie de l'assise. On la pose par terre de manière à avoir une horizontalité pour pouvoir poser son corps. Et ça y est, je suis sur la théorie de la chaise. La théorie de la chaise, je la connais tellement bien que je sais que si je fais ça, voilà, je ne vais pas tomber, parce qu'elle va résister, la chaise. Parce que la théorie de la chaise, c'est fait pour justement supporter le poids d'un corps humain. Donc, quand je vois un objet comme ça, en tant que designer par exemple, eh bien, je vais avoir un peu de difficulté à imaginer autre chose que ce que c'est si je le vois uniquement comme sa fonction. Vous-même, en ce moment, peut-être, vous êtes en train de tweeter, vous êtes en train d'utiliser la théorie du tweet.
Vous prenez des photos, vous utilisez la théorie de la photo. Vous êtes assis sur des fauteuils qui sont des théories des fauteuils. En fait, tous les objets qui nous entourent sont des objets théoriques en ce sens qu'ils sont des représentations. Et ces représentations, elles nous libèrent parce que, heureusement, que nous ne sommes pas là tous les jours à nous dire « Alors là, je fais un pas, mais c'est parce que je suis dans la théorie de la marche, et j'en fais un autre, là, je suis encore dans la théorie de la marche, et là, je suis dans la théorie de la marche, et puis là, je vais prendre ma brosse à dents, je suis dans la théorie de l'hygiène, et puis non, ça serait juste infernal. Si on était en train de se dire à chaque instant, je suis en train d'utiliser des théories, je ne dois pas oublier que le monde ne se confond pas avec des théories, parce que c'est juste infernal. Il faut vivre tout seul. Donc, c'est particulièrement vrai pour un designer. Un designer ne peut pas imaginer un nouvel objet s'il est obsédé, hypnotisé par la fonction de l'objet. Donc, il nous faut nous libérer des images. C'est ce que moi, je vous propose de faire. Justement, par exemple, avec ce petit exemple. Voilà. Moi, je vais utiliser un code qui est celui du plan américain. Un plan américain, qu'est-ce que c'est? C'est un plan où on est coupé ici, comme ça. Vous voyez, ben voilà, sur ces 6 images, il y a 6 plans américains et il y a un plan qui n'est pas américain. Ben voilà, c'est l'histoire de gens qui sont sur une planète et qui n'ont pas de pied. Voilà, c'est une planète où les gens n'ont pas de pied, ils marchent comme ça. Et puis, il y a une nouvelle technologie, le Steve Jobs du coin, qui a inventé un truc qui s'appelle le pied. Et on peut l'acheter à la Fnac du coin. Et d'ailleurs, les petits camarades, là, ont acheté un pied, et il l'offre à cette jeune femme, qui est hyper contente de recevoir cette nouvelle technologie, et qui va les essayer tout de suite. Voilà, donc là, je joue avec les codes. Donc, pour être créatif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître les théories, parce qu'on ne peut détruire que ce que l'on connaît, puis ensuite savoir que ce ne sont que des conventions, que des représentations, et qu'à partir de ce moment-là, on peut jouer avec, jouer pour les détourner, jouer pour être créatif. Donc, ne soyons pas jamais prisonniers des images. Il nous faut les casser, qu'elles soient des images réelles ou des théories. Soyons tous des iconoclastes. Un iconoclaste, littéralement, c'est un briseur d'images. Nous devons tous être des iconoclastes. La clé de la créativité, c'est l'iconoclastie. Et alors, je ne serai plus seul. Merci.